Le 23 septembre 1811, 97 pèlerins franchirent les collines brumeuses menant à la vallée secrète de Chartres. Leurs noms figurent encore aujourd'hui dans un registre oublié des archives départementales. Pas un seul ne revit jamais la lumière du jour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cette histoire que je vais vous raconter pourrait bien changer votre perception de ce que les hommes de science étaient capables de faire au nom du progrès. L'automne de 1811 marquait l'apogée de l'Empire napoléonien, tandis que la Grande Armée se préparait aux campagnes qui changeraient l'Europe. La France impériale bouillonnait d'ambitions scientifiques sans précédent. L'empereur lui-même encourageait les découvertes médicales, persuadé que la science française dominerait le monde autant que ses armées. Dans ce contexte d'effervescence intellectuelle, la région de Chartres abritait des secrets que peu soupçonnaient. À 15 lieues au sud-est de la célèbre cathédrale se nichait une vallée étroite et isolée, connue localement sous le nom de Val de Sainte-Clémence. Cette formation géologique particulière, entourée de falaises calcaires et accessible uniquement par un sentier serpentant, avait toujours fasciné les naturalistes. Le docteur Augustin Beaumont-Lavergne y avait établi depuis 1808 ce qu'il appelait pudiquement un hospice de contemplation spirituelle et de purification corporelle. Cet homme de 52 ans, diplômé de la faculté de médecine de Paris, jouissait d'une réputation enviable dans les cercles savants de l'époque. Ses travaux sur la propagation des miasmes pestilentiels avaient attiré l'attention du ministre de l'Intérieur lui-même. Beaumont-Lavergne était un homme au visage émacié, aux yeux d'un bleu métallique troublant, toujours vêtu d'une redingote noire impeccable. Sa voix douce et persuasive cachait une détermination de fer. Il avait su convaincre les autorités préfectorales de l'utilité de son établissement. Dans cette époque où les épidémies décimaient régulièrement les populations, qui oserait s'opposer aux recherches d'un médecin dévoué au bien public? L'hospice de Sainte-Clémence occupait une ancienne abbaye cistercienne abandonnée depuis la Révolution. Les bâtiments de pierre blonde, construits au XIIe siècle, offraient l'isolement parfait pour ce que Beaumont-Lavergne présentait comme des retraites thérapeutiques prolongées. Les cellules monastiques avaient été aménagées en chambres d'observation médicale, tandis que l'ancienne salle capitulaire servait de laboratoire. Le personnel de l'hospice se composait de 6 hommes triés sur le volet. L'abbé Firmin Deschamps, ancien prêtre défroqué reconverti en secrétaire particulier, Antoine Roussel et Marc Dubois, 2 infirmiers aux allures de brutes épaisses, ainsi que 3 assistants scientifiques, dont les véritables qualifications demeuraient mystérieuses. Tous avaient signé des contrats d'une discrétion absolue, assortis de généreuses compensations financières. C'est dans ce décor que se déroula, au début de septembre 1811, un recrutement d'un genre particulier. Beaumont-Lavergne avait fait paraître dans plusieurs gazettes de province une annonce discrète mais attrayante. Pèlerinage de purification spirituelle et corporelle. Séjour de 3 mois dans un cadre monastique préservé. Hébergement, nourriture et soins médicaux gratuits. S'adresser au docteur B.L., hospice de Sainte-Clémence, près Chartres. L'époque se prêtait parfaitement à ce type d'initiative. La France impériale, malgré sa prospérité apparente, comptait de nombreux déshérités. Anciens émigrants revenus ruinés, veuves de soldats morts aux frontières, artisans chassés de leurs corporations, paysans chassés par les mauvaises récoltes. L'idée d'un refuge gratuit, où retrouver la paix de l'âme et la santé du corps, attirait naturellement ces âmes en détresse. Les candidats affluèrent. Beaumont-Lavergne les recevait personnellement dans son cabinet parisien, rue Saint-Antoine. Il avait développé un art consommé pour sélectionner ses pèlerins. Il privilégiait les personnes isolées, sans famille proche, souvent originaires de provinces éloignées. Il s'intéressait particulièrement à leur état de santé, posant des questions précises sur leurs antécédents médicaux, leur résistance aux fièvres, leur constitution physique. Chaque candidat retenu recevait un document officiel, scellé du cachet de l'hospice, qui précisait les conditions du séjour.
isolement complet du monde extérieur pendant 3 mois, observance d'un règlement strict, interdiction formelle de correspondance avec l'extérieur. Ces restrictions étaient présentées comme nécessaires à l'efficacité de la cure spirituelle et médicale. Marie-Jeanne Cordier, veuve de 43 ans originaire de Bourges, fut l'une des premières à répondre à l'annonce. Elle avait perdu son époux à Austerlitz et vivotait en cousant pour les dames de la bourgeoisie locale. Sa santé déclinante et sa solitude l'avaient convaincue de tenter cette aventure. Elle signa les documents sans méfiance, émue par la bienveillance apparente du docteur. Pierre Lenoir, ancien meunier de la région de Reims, avait tout perdu lors d'un incendie mystérieux. À 58 ans, il espérait retrouver dans cette retraite la force de recommencer sa vie. Sa constitution robuste et ses antécédents de bonne santé avaient particulièrement intéressé Beaumont-Lavergne. Ainsi se constituèrent, au fil des semaines, 97 profils soigneusement sélectionnés. Hommes et femmes de tous âges, unis par leur vulnérabilité et leur isolement social. Beaumont-Lavergne conservait sur chacun d'eux un dossier détaillé, consignant non seulement leurs données personnelles, mais aussi des observations médicales précises qu'il avait su obtenir lors des entretiens préliminaires. Le 20 septembre 1811, tous ces pèlerins reçurent un courrier identique, les convoquant à Chartres pour le 23 du même mois. Ils devaient se présenter à l'auberge du Cheval Blanc, place Marceau, où un transport serait organisé vers l'hospice. Le voyage était présenté comme une procession pieuse, premier acte de leur purification spirituelle. Ce matin du 23 septembre, Chartres baignait dans une brume automnale qui ne présageait rien de bon. Les 97 pèlerins se rassemblèrent devant l'auberge du Cheval Blanc dès l'aube. L'aubergiste, Claude Morisson, nota plus tard dans ses mémoires l'étrange impression que lui avaient faite ces hommes et ces femmes. Ils semblaient tous porter le poids d'une grande lassitude, comme des gens qui ont renoncé à lutter contre le destin. Vers 7 heures, 3 voitures bâchées arrivèrent, conduites par des hommes au visage fermé. L'abbé Deschamps dirigeait l'opération avec une efficacité militaire troublante. Il vérifia l'identité de chaque pèlerin, cocha leur nom sur une liste et les fit monter dans les véhicules en respectant un ordre précis que lui seul semblait comprendre. Madame Victoire Lambeau, qui tenait la mercerie voisine, observa le départ depuis sa fenêtre. Elle raconta par la suite « J'ai vu ces pauvres gens partir comme un troupeau résigné. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette procession silencieuse. L'abbé qui les accompagnait avait des yeux durs, pas des yeux de prêtre. Le convoi prit la direction du sud-est, empruntant des chemins détournés pour éviter les villages. Cette route inhabituelle était justifiée, selon Deschamps, par la nécessité de préserver le caractère contemplatif du voyage. En réalité, elle permettait d'éviter les témoins. À l'hospice de Sainte-Clémence, tout était prêt pour accueillir cette cohorte particulière. Beaumont-Lavergne avait passé les derniers mois à perfectionner ce qu'il appelait dans ses notes personnelles le protocole d'observation systématique des pathologies induites. Le laboratoire de l'ancienne salle capitulaire avait été équipé d'instruments de mesure perfectionnés, de microscopes importés d'Allemagne et surtout d'une collection impressionnante de fioles contenant des substances dont la nature exacte demeurait un secret jalousement gardé. L'arrivée des pèlerins se déroula selon un cérémonial minutieusement orchestré. Ils furent d'abord rassemblés dans l'ancienne nef de l'église abbatiale, transformée en réfectoire. Beaumont-Lavergne leur adressa un discours de bienvenue empreint d'une solennité religieuse. Il évoqua la chance qui leur était offerte de se purifier corps et âme, loin des tentations et des miasmes du monde moderne. « Mes chers frères et sœurs en détresse, déclara-t-il de sa voix posée, vous entrez aujourd'hui dans un sanctuaire où la science et la foi s'unissent pour votre régénération. Les 3 mois qui viennent transformeront votre existence. Mais cette transformation exige de vous une obéissance absolue aux règles de notre communauté. Chaque pèlerin fut ensuite conduit dans sa cellule individuelle. Ces chambres, d'une propreté méticuleuse, contenaient le strict nécessaire. Un lit de fer, une table, une chaise, un crucifix au mur.
Une petite fenêtre à barreaux donnait sur la cour intérieure. Ce qui frappa plusieurs pèlerins, c'est que les serrures des portes se fermaient de l'extérieur. Antoine Roussel et Marc Dubois, les deux infirmiers, expliquèrent cette particularité par des considérations de sécurité. Dans votre état de faiblesse spirituelle, vous pourriez être tenté de fuir avant d'avoir reçu tous les bienfaits de la cure. C'est pour votre bien que nous préservons votre retraite de toute tentation extérieure. Les premiers jours à l'hospice suivirent un rythme apparemment monastique. Lever à 5 heures, prière commune dans l'ancienne chapelle, petit déjeuner frugal dans le réfectoire, puis séance de méditation individuelle en cellule. L'après-midi était consacré aux consultations médicales personnalisées avec le docteur Beaumont-Lavergne. Ces consultations révélèrent rapidement leur véritable nature. Beaumont-Lavergne soumettait chaque pèlerin à un examen médical d'une minutie extraordinaire. Il mesurait la température corporelle plusieurs fois par jour, prélevait des échantillons de salive et d'urine, observait les réactions de la peau à diverses substances qu'il appliquait sur de petites incisions pratiquées au scalpel. C'est pour évaluer votre degré d'intoxication par les miasmes du monde extérieur, expliquait-il avec son sourire bienveillant habituel. Chaque organisme réagit différemment aux agents purificateurs. Je dois adapter le traitement à votre constitution particulière. Marie-Jeanne Cordier fut l'une des premières à ressentir des effets inquiétants. Dès la fin de la première semaine, elle souffrait de fièvre intermittente qui la laissait épuisée. Quand elle se plaignit à l'abbé Deschamps, celui-ci lui répondit avec condescendance « Ma chère enfant, ce que vous ressentez est parfaitement normal. Votre organisme évacue les poisons accumulés pendant des années de vie dissolue. Il faut du courage pour supporter cette purification nécessaire. » Pierre Lenoir, l'ancien meunier, développa quant à lui des éruptions cutanées douloureuses après les applications de baumes purificateurs que lui administrait quotidiennement Beaumont-Lavergne. Sa robuste constitution de paysan lui permettait de résister mieux que d'autres. Mais il commençait à s'inquiéter des gémissements qu'il entendait la nuit dans les cellules voisines. En réalité, Beaumont-Lavergne menait des expériences d'une nature monstrueuse. Il testait sur ses pèlerins les effets de diverses substances toxiques qu'il préparait dans son laboratoire. Mercure, arsenic, extrait de plantes vénéneuses, préparation chimique de sa composition. Il observait méthodiquement les réactions des organismes à ces empoisonnements contrôlés. Ces notes, retrouvées bien plus tard, révèlent l'étendue de sa folie scientifique. Sujet numéro 23, Marie-Jeanne C., 43 ans, constitution lymphatique. Troisième injection de solution mercurielle diluée. Tremblement des extrémités apparu au 5e jour. Salivation excessive. Température variable entre 38 et 40 degrés. Résistance surprenante de l'organisme féminin aux doses administrées. Ou encore, sujet numéro 58, Pierre L., 58 ans, constitution sanguine. Application cutanée d'extrait de digital concentré. Éruption généralisée avec suppuration. Pouls irréguliers. Hallucination visuelle signalée. Augmenter la dose pour observer le seuil de tolérance. L'isolement total imposé aux pèlerins empêchait toute communication avec l'extérieur, mais aussi entre eux. Les repas étaient pris en silence. Les promenades dans la cour se faisaient individuellement. Les cellules demeuraient fermées en permanence. Cette claustration permettait à Beaumont-Lavergne de poursuivre ses expériences sans craindre les témoignages ou les révoltes. Certains pèlerins tentèrent de protester. Germain Foucault, ancien marchand de Dijon, exigea de voir un autre médecin quand il commença à perdre ses cheveux et ses dents. Il fut immédiatement placé à l'isolement complet dans une cellule souterraine, officiellement pour préserver les autres de son agitation spirituelle néfaste. L'abbé Deschamps excellait dans l'art de transformer les souffrances en épreuves mystiques. Quand Mathilde Desraspes, ancienne institutrice de Lille, développa des troubles neurologiques après avoir reçu des tisanes fortifiantes préparées par Beaumont-Lavergne, Deschamps lui expliqua « Ma fille, votre esprit se rebelle contre la purification. Ces convulsions sont les derniers soubresauts du démon qui quitte votre corps. Acceptez cette souffrance comme une bénédiction.
Vers la fin octobre, la situation dans l'hospice de Sainte-Clémence avait pris une tournure dramatique. Sur les 97 pèlerins initiaux, une trentaine présentaient des symptômes graves d'empoisonnement. Beaumont-Lavergne, loin d'être alarmé, intensifiait ses expériences avec l'enthousiasme d'un chercheur proche d'une découverte majeure. Si vous ressentez déjà des frissons en écoutant cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à ces pauvres gens. Ces notes de cette période révèlent un esprit totalement détaché de toute considération humaine. L'observation des pathologies induites progresse de manière remarquable. J'obtiens enfin des données précises sur les seuils de tolérance humaine aux différents agents toxiques. Ces résultats pourraient révolutionner la médecine militaire. L'empereur sera satisfait d'apprendre que la France possède désormais les moyens d'évaluer scientifiquement la résistance de l'organisme humain aux agents pathogènes. Car tel était le véritable objectif de Beaumont-Lavergne. Développer des armes biologiques pour les armées napoléoniennes. Il rêvait de découvrir des substances capables d'affaiblir les armées ennemies sans tuer immédiatement, créant ainsi un avantage tactique décisif. Ces pèlerins n'étaient que des cobayes dans cette quête monstrueuse. L'évolution de l'état des victimes suivait des schémas que Beaumont-Lavergne cataloguait avec une précision clinique glaçante. Les empoisonnements au mercure provoquaient des tremblements, des troubles mentaux, des ulcérations buccales. Les doses d'arsenic causaient des troubles digestifs violents, des paralysies progressives, des lésions cutanées étendues. Les extraits de plantes comme la belladone ou la jusquiame induisaient des hallucinations terrifiantes, des convulsions, des états cataleptiques. Marie-Jeanne Cordier, qui avait été l'une des premières victimes, avait développé une résistance surprenante au traitement. Beaumont-Lavergne décida de l'utiliser comme sujet d'étude longitudinale, multipliant sur elle les expériences pour comprendre les mécanismes de cette résistance exceptionnelle. La malheureuse femme, qui avait perdu la plupart de ses cheveux et plusieurs dents, sombrait peu à peu dans une forme de démence qui alternait entre prostration absolue et crise d'agitation violente. Pierre Lenoir, grâce à sa constitution robuste, résistait mieux que les autres. Mais il avait développé une méfiance instinctive envers le régime de l'hospice. Profitant d'un moment d'inattention de ses gardiens, il parvint à graver sur le mur de sa cellule un message destiné à d'éventuels successeurs. « Méfiez-vous du docteur, il nous empoisonne, nous mourrons un par un. Que Dieu nous pardonne d'être venus ici. » Ce message, découvert des années plus tard lors de travaux de restauration, constitue l'un des rares témoignages directs de ce qui se déroulait dans l'hospice maudit. Beaumont-Lavergne avait prévu le problème des décès. Il disposait dans les sous-sols de l'ancienne abbaye d'un crématorium de fortune, officiellement destiné à l'incinération des linges souillés par les miasmes. En réalité, les corps des victimes y disparaissaient sans laisser de traces. L'abbé Deschamps tenait un registre parallèle, où ces morts étaient enregistrés comme des départs anticipés pour raisons de santé incompatibles avec la poursuite du traitement. La correspondance secrète entre Beaumont-Lavergne et ses contacts parisiens révèle l'ampleur de la conspiration. Le docteur entretenait des relations étroites avec le baron Dominique Jean Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée, qui s'intéressait vivement à ses recherches sur la résistance humaine aux agents pathogènes. Dans une lettre datée du 15 novembre 1811, Beaumont-Lavergne écrit « Mon cher Larrey, les expériences progressent au-delà de nos espérances. J'aurai bientôt des données définitives sur l'efficacité des différents agents que nous avons identifiés. La gloire de la médecine française rayonnera sur l'Europe entière. Cette correspondance démontre que les autorités médicales et militaires de l'Empire étaient parfaitement informées de la nature réelle des activités de l'hospice de Sainte-Clémence. Le silence officiel qui entoura cette affaire résulte d'une complicité organisée au plus haut niveau de l'État. À la fin novembre, il ne restait plus que 62 pèlerins vivants dans l'hospice. Beaumont-Lavergne intensifiait ses expériences, conscient que le temps lui était compté. Il savait qu'une disparition totale de ses sujets d'expérience finirait par attirer l'attention.
Il préparait déjà la version officielle qui expliquerait cette tragédie. Le 1er décembre 1811 marqua le début de la phase finale de cette tragédie. Beaumont-Lavergne avait reçu de Paris l'ordre d'accélérer ses recherches. Napoléon préparait la campagne de Russie et souhaitait disposer de tous les moyens possibles pour affaiblir les forces ennemies. Dans les jours précédents, le docteur avait observé une détérioration inquiétante de la situation. Plusieurs pèlerins avaient tenté de communiquer entre eux, malgré l'interdiction formelle. Germain Foucault, enfermé dans sa cellule souterraine depuis sa protestation, avait réussi à faire passer des messages par les fissures du mur. Ces messages, griffonnés sur des lambeaux de tissu avec son propre sang, racontaient des fragments de l'horreur qu'il subissait. L'un de ces messages, intercepté par l'infirmier Roussel, disait simplement « Il nous tue lentement. Marie-Jeanne a perdu la raison. Pierre résiste encore. Prévenez nos familles si vous trouvez ceci. Nous sommes dans la vallée près de Chartres. Que Dieu nous pardonne nos péchés. » Cette tentative de résistance poussa Beaumont-Lavergne à prendre une décision radicale. Il ne pouvait plus se permettre d'attendre. Ses expériences avaient atteint un stade où la survie même de ses sujets d'étude compromettait la discrétion de l'opération. Il fallait passer à la phase finale. Ce 1er décembre au soir, il convoqua son équipe dans l'ancienne salle capitulaire transformée en laboratoire. L'abbé Deschamps, les infirmiers Roussel et Dubois, ainsi que les 3 assistants mystérieux, se rassemblèrent autour de la grande table où s'alignaient des dizaines de fioles contenant le fruit des recherches du docteur. « Mes chers collaborateurs, » déclara Beaumont-Lavergne de sa voix toujours posée, « le moment est venu de couronner nos travaux par une expérience d'envergure qui marquera l'histoire de la médecine. Ce soir, nous allons administrer simultanément à tous nos sujets restants une préparation synthétisant l'ensemble de nos découvertes. » Il désigna une série de fioles d'un vert sombre, préparées avec un soin méticuleux. Cette solution combine les principes actifs les plus efficaces que nous avons testés. Mercure colloïdal, arsenic organique, extrait concentré de belladone, de jusquiamé et de digital, auquel j'ai ajouté un dérivé chimique de ma composition. Cette préparation nous permettra d'observer les effets combinés de tous ces agents sur l'organisme humain. L'abbé Deschamps, dont le visage émacié ne trahissait plus aucune émotion humaine, acquiesça. « La science exige parfois des sacrifices, docteur. Ces âmes perdues trouveront au moins dans la mort une utilité qu'elles n'avaient pas dans la vie. » L'opération commença vers 10 heures du soir. Chaque membre de l'équipe reçut une série de fioles numérotées correspondant aux cellules dont il avait la charge. L'ordre était simple: administrer le contenu par tous les moyens nécessaires, puis observer et consigner les effets. Pierre Lenoir fut l'un des premiers à comprendre ce qui se passait quand Dubois pénétra dans sa cellule avec un sourire mauvais. L'ancien meunier, malgré son état d'épuisement extrême, conservait encore cette lucidité terrible que donne la proximité de la mort. « Alors, c'est ce soir que vous nous achevez » demanda-t-il d'une voix étonnamment ferme. « Vous avez fini de jouer avec nous comme des rats de laboratoire ?» Dubois ne répondit pas, mais son silence confirma les craintes de Lenoir. L'infirmier était accompagné de Roussel et de l'un des assistants anonymes, un homme chauve au visage grêlé qui ne parlait jamais. « Je ne boirai plus vos poisons !» s'écria Lenoir en se dressant avec l'énergie du désespoir. « Vous nous assassinez tous! Que le diable emporte votre science maudite !» La lutte qui suivit fut brève mais acharnée. Lenoir, malgré ses forces déclinantes, se battit comme un lion. Il parvint même à griffer profondément le visage de l'assistant muet, qui poussa un hurlement de rage. Mais 3 hommes en bonne santé eurent rapidement raison de ce corps usé par des mois d'empoisonnement progressif. Ils le plaquèrent au sol, lui ouvrirent la bouche de force et versèrent le contenu de la fiole directement dans sa gorge. Lenoir s'étouffait, crachait, tentait de rejeter le liquide empoisonné, mais une partie avait déjà été avalée. Les effets se manifestèrent avec une rapidité terrifiante. En quelques minutes, le corps de Lenoir fut secoué de convulsions d'une violence inouïe.
Ses yeux se révulsèrent, une écume verdâtre sortit de sa bouche, ses membres se contractèrent dans des positions impossibles. Mais le plus terrible, c'est qu'il conservait sa conscience et semblait ressentir chaque seconde de cette agonie atroce. Nos âmes vous hanteront jusqu'à la fin des temps, parvint-il à articuler entre deux spasmes, fixant Dubois d'un regard où la haine le disputait à la souffrance. Dans la cellule voisine, Marie-Jeanne Cordier vivait ses derniers instants dans un état de démence avancée qui la préservait paradoxalement de la pleine conscience de l'horreur. Quand l'abbé Deschamps lui présenta la fiole empoisonnée en murmurant des prières latines, elle la but docilement, prenant ce breuvage mortel pour une potion médicinale. « Merci, monsieur l'abbé », murmura-t-elle avec un sourire d'enfant. « J'ai si mal. Cette médecine va-t-elle me guérir enfin ?» Deschamps ne répondit pas, mais continua ses fausses prières, tandis que le poison commençait son œuvre destructrice. Marie-Jeanne s'effondra lentement, son visage perdant peu à peu toute expression humaine. Ses derniers mots furent pour appeler sa mère, morte depuis 20 ans. « Maman, maman, j'ai froid. Pourquoi fait-il si noir ?» Dans toutes les cellules de l'hospice se répétaient des scènes semblables. Chaque victime réagissait différemment au poison, offrant à Beaumont-Lavergne la diversité d'observations qu'il recherchait. Certains mouraient en quelques minutes dans d'atroces convulsions. D'autres agonisaient pendant des heures en conservant une lucidité qui rendait leur supplice plus insoutenable encore. Mathilde Deraspe, l'ancienne institutrice de Lille, eut la force de maudire ses bourreaux jusqu'à son dernier souffle. « Vous répondrez devant Dieu de vos crimes », haletait-elle tandis que le poison paralysait progressivement ses organes vitaux. Les enfants que j'ai instruits me vengeront. Beaumont-Lavergne circulait de cellule en cellule, accompagné de ses assistants, observant cliniquement les diverses modalités d'agonie. Il prenait des notes détaillées dans un carnet de cuir noir, chronométrant les temps de réaction, décrivant les symptômes, classifiant les types de morts selon des critères qui n'appartenaient qu'à sa logique démente. Sujet numéro 23. Marie-Jeanne C. Notait-il avec la froideur d'un entomologiste, décès survenu après 2h47. Paralysie progressive des fonctions motrices avec conservation partielle de la conscience. Constitution lymphatique particulièrement réceptive au mélange mercure digital. Résultat conforme aux prévisions théoriques. Ou encore, sujet numéro 58, Pierre L. Décès après une résistance exceptionnelle de 4h23. Convulsion extrême, mais préservation de la lucidité jusqu'aux derniers instants. Constitution sanguine remarquablement résistante aux alcaloïdes végétaux. Ces données seront précieuses pour calibrer les dosages militaires. Vers 4h du matin, le silence commençait à retomber sur l'hospice de Sainte-Clémence. Les derniers râles s'éteignaient un par un, laissant place à un silence de mort que seul troublaient les pas de Beaumont-Lavergne et de ses complices effectuant leur macabre tournée d'inspection. Germain Foucault, dans sa cellule souterraine, fut l'un des derniers à mourir. Son isolement prolongé avait affaibli sa résistance, mais il conservait encore assez de force pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui se déroulait au-dessus de sa tête. Quand Roussel descendit pour lui administrer sa dose de poison, Foucault l'accueillit avec un calme surnaturel. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-il simplement. « Vous nous avez tous tués ?»« Presque tous », répondit Roussel avec une brutalité cynique. « Tu es l'un des derniers. Estime-toi heureux, tu as vécu plus longtemps que les autres. » Foucault but le poison sans résistance, mais il eut encore la force de prononcer ces mots prophétiques. Notre sang innocent retombera sur vos têtes et sur celles de vos descendants. Aucun de vous ne connaîtra la paix. Au lever du soleil du 2 décembre 1811, 97 êtres humains gisaient morts dans les cellules de l'hospice maudit. Beaumont-Lavergne contemplait son œuvre avec la satisfaction perverse du devoir accompli. Il tenait enfin les données complètes qu'il cherchait depuis des mois. Dans son laboratoire, il rédigeait déjà le rapport destiné aux autorités militaires.
Excellence, j'ai l'honneur de vous faire savoir que mes recherches sur la résistance de l'organisme humain aux agents pathogènes ont abouti à des résultats qui dépassent nos espérances les plus optimistes. La France dispose désormais d'armes biologiques d'une efficacité redoutable. Mais le docteur ne savait pas encore que son triomphe allait se transformer en cauchemar. Car si on peut tuer des innocents, on ne peut pas toujours faire taire leur mémoire. Les semaines qui suivirent le massacre de Sainte-Clémence furent marquées par une activité fébrile destinée à effacer toute trace du crime. Beaumont-Lavergne avait prévu chaque détail de cette opération de camouflage avec la même minutie qu'il avait mise dans ses expériences mortelles. Le crématorium clandestin installé dans les sous-sols de l'ancienne abbaye fonctionnait jour et nuit. Les corps des 97 victimes y disparurent un par un, réduits en cendres que l'on dispersait ensuite dans la petite rivière coulant au fond de la vallée. Cette rivière, la Clémence, qui avait donné son nom au lieu, charriait désormais les restes pulvérisés de ceux qui étaient venus chercher ici la paix de l'âme. L'abbé Deschamps dirigeait personnellement cette sinistre besogne, récitant des prières blasphématoires sur les dépouilles qu'il avait contribué à martyriser. « Que vos souffrances vous ouvrent les portes du paradis », murmurait-il en jetant les cendres dans l'eau courante, « et que votre sacrifice serve la gloire de la science française. » Parallèlement, toute trace documentaire de l'existence des pèlerins était méthodiquement détruite. Les dossiers médicaux détaillés que Beaumont-Lavergne avait constitués sur chacun d'eux partaient en fumée, à l'exception de ses notes personnelles qu'il comptait emporter avec lui. Les effets personnels des victimes, vêtements, bijoux, lettres, objets de piété, alimentaient les flammes du laboratoire. Mais certains détails échappaient à cette destruction organisée. Dans la cellule qu'avait occupée Pierre Lenoir, le message qu'il avait gravé dans la pierre avec ses ongles sanglants résistait à tous les efforts pour l'effacer. « Méfiez-vous du docteur, il nous empoisonne. Nous mourrons un par un. Que Dieu nous pardonne d'être venus ici. » Ces mots, profondément entaillés dans le calcaire tendre, semblaient défier les tentatives d'oblitération. Roussel et Dubois passèrent plusieurs heures à gratter la pierre avec des outils, mais ne parvinrent qu'à rendre le message plus visible encore. Finalement, ils décidèrent de masquer l'inscription sous une couche de mortier, espérant que le temps et l'humidité finiraient par tout effacer. D'autres indices subsistaient malgré toutes les précautions. Dans le laboratoire, plusieurs fioles contenant des résidus de poison avaient été oubliées dans une niche secrète. Mathilde Deraspe avait réussi à cacher sous une latte disjointe de sa cellule un petit carnet où elle avait consigné ses observations sur les traitements qu'elle subissait. Ce témoignage, écrit d'une main de plus en plus tremblante au fil des semaines, constituait un document accablant sur les méthodes de Beaumont-Lavergne. 15e jour, y lisait-on. Le docteur m'a encore fait boire sa potion amère. Mes mains tremblent de plus en plus. J'ai perdu 3 dents cette semaine. Marguerite, dans la cellule voisine, ne répond plus quand je l'appelle. Je crois qu'elle est morte. Seigneur, que nous avez-vous fait pour mériter un tel châtiment? Plus loin, 20e jour. Je ne reconnais plus mon visage dans le petit miroir de métal que j'ai pu garder. Mes cheveux tombent par poignées. Le docteur prend des notes quand il me voit, comme si j'étais un animal curieux. L'abbé me dit que c'est la purification de mon âme, mais je crois plutôt que nous sommes maudits. Ces témoignages fragmentaires, que Beaumont-Lavergne n'avait pas soupçonnés, allaient constituer des décennies plus tard les seules preuves directes du massacre. Mais pour l'instant, le docteur était convaincu d'avoir parfaitement effacé ses traces. Début janvier 1812, l'hospice de Sainte-Clémence était redevenu un bâtiment vide et silencieux. Beaumont-Lavergne fit circuler discrètement la version officielle de la tragédie. Une épidémie foudroyante de fièvre maligne des marécages avait décimé la communauté de pèlerins en quelques jours. Les survivants avaient fui précipitamment, abandonnant même les corps de leurs compagnons que l'urgence sanitaire avait obligés à incinérer immédiatement. Cette version était accréditée par un rapport médical officiel que Beaumont-Lavergne rédigea lui-même avec un cynisme consommé.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'une épidémie de nature inconnue a frappé l'hospice de Sainte-Clémence au cours du mois de décembre 1811. Malgré tous mes efforts, 97 personnes ont succombé à cette affection dont l'origine semble liée au miasme particulier de cette vallée humide. Le rapport était contresigné par 2 collègues parisiens, le docteur Hippolyte Cloquet et le professeur Jean-Nicolas Corvisart, médecin personnel de Napoléon. Ces signatures prestigieuses donnaient une caution officielle à cette version mensongère, démontrant que la conspiration s'étendait jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie médicale de l'Empire. Mais des voix commençaient à s'élever pour contester cette version trop commode. Claude Morisson, l'aubergiste du Cheval Blanc à Chartres, s'étonnait publiquement de n'avoir reçu aucune nouvelle des 97 pèlerins qu'il avait vus partir en septembre. Il racontait à qui voulait l'entendre que ces gens avaient emporté leurs effets pour un séjour de 3 mois, non pour une fuite précipitée. Ces pauvres gens avaient payé d'avance leur logement de retour, expliquait-il aux autorités locales. Ils devaient revenir pour les fêtes de Noël. Il y avait parmi eux une brave femme de Bourges qui m'avait montré le portrait de ses petits-enfants. Elle n'aurait jamais fui sans donner de nouvelles. Madame Lambeau, la mercière de la place Marceau, alimentait les rumeurs par ses confidences inquiètes. J'ai vu partir ces malheureux un matin de septembre. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette procession. L'abbé qui les accompagnait avait des yeux de loup, pas des yeux de prêtre. Et puis, cette route qu'ils ont prise, personne ne va jamais par là pour se rendre en pèlerinage. Ces témoignages gênants parvenaient aux oreilles des autorités préfectorales, mais étaient systématiquement minimisés ou écartés. Le préfet d'Eure-et-Loir, soucieux de préserver la réputation sanitaire de son département et de ne pas contrarier les milieux médicaux influents, préférait en rester à la version officielle. Cependant, quelques familles de victimes commençaient à s'inquiéter. Madame Rosalie Cordier, sœur de Marie-Jeanne, avait entrepris le voyage depuis Bourges pour avoir des nouvelles de sa cadette. Arrivée à Chartres en février 1812, elle se heurta à un mur de silence et d'explications contradictoires. « Ma sœur m'avait promis d'écrire au bout d'un mois », expliquait-elle au commissaire de police de Chartres. « Cela fait maintenant 5 mois que je n'ai aucune nouvelle. Cette histoire d'épidémie ne tient pas debout. » Marie-Jeanne était très pieuse. Elle n'aurait jamais fui sans enterrer chrétiennement ses compagnons morts. Ses démarches pour obtenir des précisions sur le lieu exact de cette prétendue épidémie se heurtaient à des réponses évasives. Personne ne savait exactement où se trouvait cet hospice de Sainte-Clémence. Personne n'avait entendu parler de cette vallée maudite par les miasmes. Beaumont-Lavergne, conscient que la situation devenait délicate, décida de quitter la région. Il obtint facilement un poste de médecin militaire auprès de la Grande Armée, officiellement pour mettre ses compétences au service de la campagne de Russie que préparait l'empereur. En réalité, il espérait que la guerre et la distance feraient oublier les questions gênantes sur l'hospice de Sainte-Clémence. Avant son départ, il eut soin de disperser ses complices. L'abbé Deschamps reçut une recommandation pour un poste d'aumônier militaire dans un régiment d'artillerie. Les infirmiers Roussel et Dubois furent engagés dans les hôpitaux militaires de campagne. Les 3 assistants mystérieux disparurent dans la nature avec de généreuses indemnités de silence. Seul l'hospice de Sainte-Clémence demeurait comme un témoin muet de la tragédie. Beaumont-Lavergne fit courir le bruit que les bâtiments étaient contaminés par les miasmes mortels qui avaient causé l'épidémie. Cette rumeur suffit à tenir éloignés les curieux et les importuns. Mais le docteur avait commis une erreur fatale en conservant ses notes détaillées sur les expériences. Ces documents, soigneusement reliés en plusieurs volumes, constituaient selon lui la preuve scientifique de l'importance de ces découvertes. Il comptait les présenter aux autorités militaires comme le résultat de recherches révolutionnaires sur la guerre biologique. C'est avec cette documentation compromettante qu'il prit la route de l'Allemagne en mars 1812 pour rejoindre les états-majors de l'armée impériale. Son voyage devait le mener à Mayence, où il avait rendez-vous avec le baron Dominique Jean Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée, grand admirateur de ses travaux théoriques. Mais le destin en avait décidé autrement. Le 23 mars 1812,
Exactement 6 mois après l'arrivée des pèlerins à l'hospice maudit, la diligence de Beaumont-Lavergne fut attaquée par une bande de brigands sur la route forestière entre Reims et Verdun. Ces brigands, menés par un certain Jacques Cartouche, ancien déserteur devenu chef de bande, avaient pour habitude d'attaquer les voyageurs fortunés qui empruntaient cette route isolée. Ils espéraient trouver dans les bagages du distingué docteur de l'argent et des objets de valeur. L'attaque tourna mal. Beaumont-Lavergne, terrorisé à l'idée de perdre ses précieuses notes, tenta de résister. Dans la bagarre qui suivit, il reçut un coup de sabre qui lui ouvrit la gorge. Il mourut en quelques minutes dans un fossé boueux, loin de la gloire scientifique qu'il avait rêvée. Les brigands, déçus de ne trouver que des documents incompréhensibles dans les bagages du défunt, faillirent tout brûler. Mais Jacques Cartouche, qui savait lire, fut intrigué par ces textes médicaux rédigés dans un français savant. Il décida de les conserver, pensant pouvoir les revendre à quelque université allemande. Après plusieurs mois d'errance, ces documents parvinrent finalement entre les mains du professeur Heinrich Zimmermann de l'université de Heidelberg. Ce médecin réputé, humaniste convaincu, fut horrifié par ce qu'il découvrit dans ses notes méticuleuses. « Mon Dieu !» s'écria-t-il en découvrant les premières pages. « C'est un manuel de torture médicale. Comment des hommes de science ont-ils pu s'abaisser à de telles monstruosités ?» Zimmermann réalisa immédiatement qu'il tenait entre les mains les preuves d'expérimentations humaines d'une cruauté inouïe. Il passa plusieurs nuits blanches à traduire les passages les plus significatifs, découvrant avec une horreur croissante l'ampleur du massacre de Sainte-Clémence. En tant que médecin, il était particulièrement choqué par la froideur clinique avec laquelle Beaumont-Lavergne décrivait les souffrances de ses victimes. Sujet numéro 12, 28 ans, constitution bilieuse, 3e jour d'administration d'arsenic organique, vomissements sanglants, paralysie partielle des membres inférieurs, conscience conservée malgré l'intoxication avancée, augmenter la dose pour observation des phases terminales. Ces descriptions glaciales révélaient une perversion de l'esprit scientifique qui dépassait tout ce que Zimmermann avait pu imaginer. Il décida de porter cette affaire à la connaissance des autorités, malgré les implications diplomatiques que cela pouvait avoir en pleine guerre européenne. Il fit parvenir une traduction des documents les plus accablants au grand-duc de Bade, qui les transmit aussitôt à son allié bavarois. L'affaire remonta rapidement jusqu'aux oreilles du roi de Bavière, Maximilien Joseph, qui entretenait des relations complexes avec Napoléon, mais tenait à préserver sa réputation morale. Cette révélation provoqua un scandale diplomatique considérable. Les autorités bavaroises, tout en restant alliées de la France, exigèrent des explications sur les méthodes de la médecine militaire française. Elles menacèrent de rendre publiques ces découvertes si Paris ne donnait pas de garantie sur l'arrêt de telles pratiques. Napoléon, alors engagé dans les préparatifs cruciaux de la campagne de Russie, fut informé de cette crise par son ministre des Relations extérieures, Hugues Bernard Maret. L'empereur entra dans une colère froide en apprenant l'existence de ces expériences et surtout leur découverte par les Allemands. Cette affaire doit disparaître immédiatement, tonna-t-il lors d'un conseil secret tenu aux Tuileries. Aucune trace ne doit subsister qui puisse être utilisée par nos ennemis pour salir l'honneur de la France. Faites le nécessaire, et que cela reste entre nous. L'ordre impérial fut transmis au ministre de la police générale, Anne-Jean-Marie René Savary, duc de Rovigo. Cet homme, habitué aux besognes les plus sombres de l'Empire, organisa immédiatement une opération de suppression totale des preuves et des témoins. Le colonel de gendarmerie Étienne Réal, ancien magistrat reconverti dans la police politique, reçut pour mission de mener une enquête officieuse sur l'hospice de Sainte-Clémence. En apparence, il s'agissait de vérifier les allégations allemandes. En réalité, son véritable objectif était d'identifier et d'éliminer tous les éléments susceptibles de compromettre l'État français. Réal arriva dans la vallée maudite en avril 1812. Il découvrit un site effectivement abandonné, mais où les traces de l'activité récente étaient encore visibles. Dans les sous-sols, il trouva les restes du crématorium clandestin, ainsi que des fragments d'os humains
que l'incinération n'avait pas complètement détruit. Plus accablante encore, son enquête minutieuse lui permit de découvrir plusieurs cachettes que l'équipe de Beaumont-Lavergne n'avait pas pensé à vider. Dans l'une d'elles, dissimulée dans l'épaisseur d'un mur, il trouva les fioles contenant des résidus de poison. Dans une autre, sous une dalle disjointe, il découvrit le carnet de Mathilde Deraspe avec ses annotations terrifiantes. Mais la découverte la plus troublante fut celle du message de Pierre Lenoir gravé dans la pierre de sa cellule. Malgré la couche de mortier dont l'avaient recouvert Roussel et Dubois, l'inscription restait parfaitement lisible. « Méfiez-vous du docteur, il nous empoisonne, nous mourrons un par un. Que Dieu nous pardonne d'être venus ici. » Ces preuves matérielles confirmaient de manière accablante l'authenticité des notes de Beaumont-Lavergne. Réal comprit qu'il se trouvait face à l'un des crimes les plus monstrueux de l'époque moderne. Mais ses ordres étaient clairs, tout devait disparaître. Il commença par faire arrêter discrètement les anciens complices de Beaumont-Lavergne. L'abbé Deschamps fut retrouvé dans son régiment d'artillerie, officiellement mort d'une fièvre maligne contractée au service. En réalité, il fut étranglé dans sa tente par des agents de Réal et son corps jeté dans un charnier anonyme. Les infirmiers Roussel et Dubois subirent le même sort. Arrêtés séparément dans leurs hôpitaux militaires respectifs, ils furent interrogés pour obtenir des détails sur l'affaire, puis éliminés pour raison d'État. Leurs derniers moments furent atroces. Conscients de leur sort, ils tentèrent de se racheter en révélant tous les détails du massacre, espérant vainement obtenir leur grâce. « Nous ne voulions pas », gémissait Roussel avant de mourir. « C'était le docteur qui nous forçait, il nous disait que c'était pour la gloire de la France. Nous avons eu tort de le croire, mais nous n'étions que des exécutants. » Dubois, plus endurci, refusa longtemps de parler, mais finit par craquer face à la torture. « Oui, nous les avons tous tués, 97 innocents, mais ils souffraient déjà tellement que nous leur avons rendu service. Le docteur les empoisonnait depuis des mois, il nous suppliait de les achever. » Ces aveux, consignés dans un rapport secret que Réal remit directement à l'empereur, constituèrent les derniers témoignages directs sur le massacre de Sainte-Clémence. Une fois les deux hommes exécutés, plus personne ne pouvait témoigner de première main sur les événements. Réal s'occupa ensuite de faire disparaître toutes les preuves matérielles. L'hospice de Sainte-Clémence fut rasé par une compagnie du génie militaire, officiellement pour des raisons de sécurité sanitaire. Les décombres furent soigneusement triés, chaque pierre potentiellement compromettante fut brisée et dispersée. Le message de Pierre Lenoir, gravé dans le calcaire de sa cellule, disparut dans cette destruction méthodique. La vallée elle-même fut déclarée zone insalubre et interdite au public. Des panneaux officiels furent installés aux entrées, mettant en garde contre les miasmes pestilentiels qui rendaient les lieux dangereux pour la santé humaine. Cette interdiction, qui devait durer officiellement le temps nécessaire à l'assainissement naturel, ne fut jamais levée. Parallèlement, une campagne de désinformation systématique fut mise en place. Tous les registres et documents officiels faisant référence à l'hospice de Sainte-Clémence furent perdus lors d'incendies mystérieux qui frappèrent simultanément plusieurs archives départementales et communales. Le registre de l'auberge du Cheval Blanc, tenu par Claude Morisson, disparut dans l'un de ces sinistres opportuns. Les témoins gênants firent l'objet d'un traitement particulier. Claude Morisson, l'aubergiste bavard, fut retrouvé mort dans sa cave, officiellement victime d'un accident domestique. Madame Lambeau, la mercière aux observations trop précises, mourut subitement d'une attaque d'apoplexie, après avoir reçu la visite de personnages en redingote noire, qui se présentaient comme des inspecteurs sanitaires. Rosalie Cordier, la sœur de Marie-Jeanne qui enquêtait sur la disparition de sa cadette, fut prise dans un engrenage administratif kafkaïen. Ses démarches furent systématiquement entravées, ses demandes d'audience refusées, ses lettres égarées. Finalement, épuisée par ses tracasseries et effrayée par des menaces à peine voilées, elle renonça à ses recherches et retourna à Bourges, emportant avec elle le poids d'un mystère jamais élucidé.
En Allemagne, le professeur Zimmermann reçut la visite d'une délégation officieuse française menée par un certain comte de Bonald, diplomate discret spécialisé dans les affaires sensibles. Cette délégation lui fit comprendre que la divulgation des documents en sa possession pourrait avoir des conséquences fâcheuses, non seulement pour les relations franco-allemandes, mais aussi pour sa sécurité personnelle et celle de sa famille. « Monsieur le professeur », lui déclara le comte avec un sourire glacial, « l'Empire français apprécie votre discrétion dans cette affaire regrettable. Nous sommes certains qu'un homme de votre intelligence comprendra qu'il est dans l'intérêt de tous que ces documents soient remis aux autorités françaises compétentes qui sauront en faire le meilleur usage. » Zimmermann, malgré sa répugnance, fut contraint de remettre l'original des notes de Beaumont-Lavergne. Mais son instinct de chercheur l'avait poussé à en faire secrètement plusieurs copies, dont une fut confiée à son collègue et ami, le docteur Friedrich Magendie, professeur à l'université de Berlin. Cette précaution allait s'avérer prophétique. Quelques semaines plus tard, Zimmermann mourut dans des circonstances troubles, officiellement d'une fièvre maligne contractée lors de ses recherches médicales. Sa mort soudaine et inexpliquée alimenta les rumeurs dans les milieux universitaires allemands, mais personne n'osa établir publiquement le lien avec l'affaire française. Le docteur Magendie, prudent, décida de garder le silence sur les documents en sa possession. Il les dissimula dans une cache secrète de sa bibliothèque personnelle, en attendant des temps plus propices pour révéler la vérité. Cette attente devait durer plus de 50 ans. Ainsi, au printemps 1812, l'affaire des 97 pèlerins de Chartres semblait définitivement close. Officiellement, elle n'avait même jamais existé. L'hospice de Sainte-Clémence était devenu un lieu-dit sans histoire, la vallée une zone dépeuplée sans intérêt particulier. Beaumont-Lavergne était mort héroïquement au service de la patrie. Ses victimes n'avaient jamais vécu. Napoléon lui-même, satisfait de l'efficacité de ses services secrets, put se consacrer entièrement à la préparation de la campagne de Russie. Dans ses conversations privées avec ses proches, il évoqua parfois cette affaire comme un exemple des dérives regrettables de certains chercheurs, mais nécessaires au progrès de la science française. Il faut parfois sacrifier quelques individus pour sauver la nation entière, confiait-il au maréchal Berthier. Ces pèlerins étaient des miséreux sans avenir. Leurs souffrances ont au moins servi à quelque chose. Si les armes biologiques que développait Beaumont-Lavergne nous avaient donné la victoire en Russie, l'histoire nous aurait donné raison. Mais l'histoire en décida autrement. La campagne de Russie tourna au désastre, l'Empire s'effondra et les recherches de Beaumont-Lavergne ne servirent jamais à rien. Les 97 innocents étaient morts pour rien, victimes de la folie des grandeurs d'un médecin psychopathe et de la complicité d'un État totalitaire. Pendant plus de 50 ans, le secret fut parfaitement gardé. La Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire se succédèrent sans qu'aucun document officiel ne vienne troubler l'oubli soigneusement organisé autour de l'affaire de Sainte-Clémence. Pourtant, la mémoire populaire conservait des traces fugaces de cette tragédie. Dans les campagnes autour de Chartres, les anciens racontaient parfois l'histoire de ces pèlerins mystérieux qui étaient partis un jour d'automne et n'étaient jamais revenus. Ces récits, déformés par le temps et l'imaginaire collectif, prenaient souvent des allures de légendes fantastiques. Il paraît qu'on entend encore leurs cris dans la vallée, murmuraient les paysans lors des veillées d'hiver. Des voix qui appellent au secours dans le vent du soir. Mon grand-père disait qu'il les avait entendus, là-bas, près de la rivière. Ces témoignages fragmentaires furent longtemps considérés comme de simples superstitions rurales. Mais ils gardaient vivante, dans l'inconscient collectif, la trace d'un événement traumatisant que l'histoire officielle avait voulu effacer. Le premier élément tangible qui vint troubler ce silence organisé apparut en 1868. Lors de travaux de terrassement menés dans la vallée de Sainte-Clémence pour la construction d'une ligne de chemin de fer secondaire. Les ouvriers, en creusant les fondations d'un pont, mirent au jour une quantité inhabituelle d'ossements humains mélangés à la terre.
Ces ossements, analysés par le docteur Paul Broca, célèbre anthropologue de l'époque, révélèrent des particularités troublantes. Ils appartenaient à des individus d'âge variés, hommes et femmes confondus, et présentaient des traces chimiques anormales suggérant une exposition à des substances toxiques. Ces restes humains, nota Broca dans son rapport, présentent des concentrations de mercure et d'arsenic très supérieures à la normale. Cette particularité, jointe à leur enfouissement manifestement organisé, suggère qu'il ne s'agit pas de sépultures ordinaires, mais plutôt des vestiges d'un événement dramatique de nature inconnue. Cette découverte attira l'attention de quelques historiens locaux qui commencèrent à s'intéresser au passé de cette vallée mystérieuse. L'un d'eux, l'abbé Émile Lefebvre, curé archéologue de la paroisse voisine, entreprit des recherches approfondies sur l'ancienne abbaye cistercienne qui avait occupé les lieux. Fouillant dans les archives ecclésiastiques qui avaient échappé à la destruction révolutionnaire, l'abbé Lefebvre découvrit des références énigmatiques à un hospice de contemplation établi au début du XIXe siècle dans les bâtiments de l'abbaye abandonnée. Ces mentions restaient très vagues, mais elles confirmaient qu'une activité mystérieuse s'était déroulée dans la vallée à l'époque impériale. Ces recherches furent brutalement interrompues en 1869, quand l'abbé Lefebvre fut retrouvé mort dans son presbytère, officiellement victime d'une attaque cardiaque. Ses notes et documents de recherche avaient mystérieusement disparu, et ses paroissiens jurèrent qu'ils avaient vu des hommes en noir fouiller le presbytère la nuit précédant la découverte du corps. Cette mort suspecte alimenta les rumeurs locales, mais ne put empêcher la diffusion progressive d'informations troublantes. D'autres chercheurs prirent le relais, avec plus de prudence cette fois. Ils découvrirent peu à peu des indices épars dans diverses archives, mention d'un docteur Beaumont-Lavergne dans les registres de l'Université de médecine de Paris, traces de commandes inhabituelles de produits chimiques livrés dans la région de Chartres au début de 1811, témoignages de paysans sur des fumées suspectes observées dans la vallée de Sainte-Clémence. Le puzzle commençait lentement à se reconstituer, mais il manquait encore les pièces essentielles pour comprendre la véritable nature de la tragédie. C'est alors qu'intervint un événement décisif, la mort du docteur Friedrich Magendie en 1879. Magendie, le collègue allemand du professeur Zimmermann, avait gardé le secret pendant près de 70 ans sur les documents qui lui avaient été confiés. Mais sur son lit de mort, rongé par les remords, il révéla à son fils l'existence de cette cache secrète dans sa bibliothèque. « Mon enfant », murmura-t-il dans ses derniers moments, « il y a dans ma bibliothèque, derrière les œuvres de Galien, des documents que j'aurais dû révéler depuis longtemps. Ils racontent un crime terrible commis au nom de la science. Je n'ai pas eu le courage de le faire de mon vivant, mais toi, tu dois réparer ma lâcheté. » Le fils Magendie, médecin lui aussi mais d'une génération moins craintive, découvrit avec horreur les copies des notes de Beaumont-Lavergne conservées par son père. Ces documents, rédigés avec une précision clinique glaçante, révélaient l'ampleur exacte du massacre de Sainte-Clémence. Conscient de l'importance historique de ces révélations, mais aussi des dangers qu'elles représentaient encore, le jeune Magendie décida de transmettre ces documents à un journaliste français réputé pour son intégrité et son courage, Henri Rochefort, directeur du journal L'Intransigeant. Rochefort, figure emblématique du journalisme d'investigation de la fin du XIXe siècle, comprit immédiatement la portée de ces révélations. Mais il était aussi conscient des risques que représentait la publication de telles accusations contre l'État français, même après tant d'années. Il décida de mener sa propre enquête pour authentifier les documents et recouper les informations. Ces investigations le menèrent dans la vallée de Sainte-Clémence, où il retrouva plusieurs témoins âgés qui conservaient des souvenirs fragmentaires de l'époque impériale. Madame Victorine Moreau, ancienne servante de l'auberge du Cheval Blanc, était alors âgée de 92 ans, mais conservait une mémoire remarquable des événements de sa jeunesse. Elle se souvenait parfaitement du départ des pèlerins en septembre 1811. « J'étais encore une gamine à l'époque », raconta-t-elle à Rochefort, «
Mais j'ai aidé ma patronne, Madame Lambeau, à préparer le petit déjeuner pour tous ces gens-là. Il y avait quelque chose de triste dans leurs yeux, comme des gens qui ont renoncé à vivre. Et puis, cet abbé qui les accompagnait, il me faisait peur avec son regard dur. Elle confirma aussi que Madame Lambeau était morte subitement, peu après avoir posé des questions embarrassantes sur le sort des pèlerins. Elle disait toujours qu'il leur était arrivé malheur, qu'on les avait tués quelque part dans les bois. Et puis un jour, elle est morte d'un coup, sans avoir été malade. Mon patron disait que c'était suspect, mais il n'osait pas en parler. Ces témoignages, recoupés avec les documents allemands, permirent à Rochefort de reconstituer l'essentiel de l'affaire. Il rédigea une série d'articles retentissants qui furent publiés dans L'Intransigeant au cours de l'automne 1879 sous le titre général « Le massacre oublié de Sainte-Clémence. Comment l'Empire a tué 97 innocents au nom de la science ». Ces révélations provoquèrent un tollé considérable dans l'opinion publique. Pour la première fois depuis 68 ans, la vérité sur le massacre était officiellement établie et documentée. Les détails atroces des expériences de Beaumont-Lavergne, révélés par ses propres notes, soulevèrent une indignation générale. Le gouvernement de la Troisième République, embarrassé par ces révélations sur les crimes de l'ancien régime impérial, tenta d'abord de minimiser l'affaire. Mais l'authenticité des documents était indiscutable et la pression de l'opinion publique devint irrésistible. Une commission d'enquête parlementaire fut constituée sous la présidence du député Léon Gambetta. Cette commission, après plusieurs mois de travaux, confirma officiellement la réalité du massacre de Sainte-Clémence et établit la responsabilité des autorités impériales dans l'étouffement de l'affaire. Le rapport final, publié en 1880, concluait: il est établi que 97 citoyens français ont été assassinés dans la vallée de Sainte-Clémence au cours de l'automne et de l'hiver 1811-1812, victimes d'expérimentations médicales criminelles menées par le docteur Augustin Beaumont-Lavergne avec la complicité active des autorités impériales. Le rapport ajoutait: il est également établi que ces crimes ont fait l'objet d'un étouffement systématique organisé par l'État impérial. Étouffement qui s'est accompagné de l'élimination de témoins et de la destruction de preuves. Cette affaire constitue l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire française moderne. Cette reconnaissance officielle permit enfin de rendre justice à la mémoire des victimes. Une stèle commémorative fut érigée à l'entrée de la vallée de Sainte-Clémence, portant les noms des 97 pèlerins reconstitués grâce aux recherches historiques. L'inscription, sobre mais émouvante, proclamait « À la mémoire de Marie-Jeanne Cordier, Pierre Lenoir, Germain Foucault, Mathilde Deraspe et de leurs 93 compagnons, victimes innocentes de la folie scientifique et de la raison d'État. Morts dans la vallée de Sainte-Clémence entre septembre et décembre 1811. Que leur sacrifice nous rappelle à jamais que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Mais au-delà de cette réparation symbolique, l'affaire de Sainte-Clémence eut des conséquences durables sur l'évolution de la médecine française. Elle contribua à la prise de conscience de la nécessité d'un encadrement éthique de la recherche médicale et à l'émergence des premiers codes de déontologie médicale moderne. Le docteur Louis Pasteur, alors au sommet de sa gloire scientifique, déclara publiquement « L'affaire de Sainte-Clémence nous rappelle que le progrès scientifique ne justifie jamais le sacrifice de l'humanité. Nous devons tirer de cette tragédie les leçons nécessaires pour que de tels crimes ne puissent plus jamais se reproduire. » Cette prise de position d'une autorité morale incontestée contribua à faire évoluer les mentalités dans le milieu médical français. Les universités de médecine intégrèrent progressivement dans leur enseignement des cours sur l'éthique médicale, directement inspirés par les leçons tirées du massacre de Sainte-Clémence. Aujourd'hui, cette tragédie demeure l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire médicale française. Elle illustre de manière dramatique les dérives possibles de la recherche scientifique quand elle s'affranchit de tout contrôle moral et de tout respect de la dignité humaine. La vallée de Sainte-Clémence, désormais protégée en tant que site historique, attire chaque année des milliers de visiteurs
venus se recueillir sur le lieu de cette tragédie oubliée. Le silence qui règne entre ces collines boisées semble porter encore l'écho des souffrances endurées par les 97 innocents qui vinrent ici chercher la paix et trouvèrent la mort. Leur histoire, longtemps ensevelie sous le mensonge et l'oubli organisé, nous rappelle que la vigilance citoyenne demeure notre meilleure protection contre les tentations totalitaires. Elle nous enseigne aussi que la vérité, même longtemps occultée, finit toujours par triompher du silence et de la complicité. Car si les bourreaux de Sainte-Clémence ont échappé à la justice de leur temps, ils n'ont pas échappé au jugement de l'histoire. Et c'est peut-être là la plus belle victoire posthume des 97 pèlerins, avoir contribué, par leur sacrifice involontaire, à l'émergence d'une conscience éthique qui protège aujourd'hui des millions d'autres innocents. Vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, vous vous demandez sans doute si tout cela est vraiment arrivé. Les preuves existent, troublantes et convergentes. Les témoignages se recoupent, les documents s'authentifient mutuellement. Mais la question demeure. Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance à l'histoire officielle? Car si l'affaire de Sainte-Clémence a finalement été révélée, combien d'autres crimes d'État demeurent encore dans l'ombre? Combien de victimes innocentes attendent encore que justice leur soit rendue? C'est à chacun d'entre nous de garder vivante cette interrogation, de refuser l'oubli complaisant, de questionner sans relâche les versions officielles. La mémoire des 97 pèlerins de Chartres nous y oblige. Leur sacrifice ne doit pas avoir été vain. Alors, croyez-vous que tout a été révélé sur cette affaire? Pensez-vous qu'il reste encore des secrets enfouis dans les archives d'État? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire avec tous ceux qui, comme vous, pensent que la vérité doit toujours triompher du mensonge, même après des siècles de silence.